Chunk In. La légende d'Elvis Presley a toujours apporté à la fois éclat et mystère au monde. Il était l'artiste électrisant qui a remodelé la musique et vécu comme un roi. Mais derrière le rideau, Elvis s'est entouré d'un cercle restreint d'hommes. Des protecteurs qui le gardaient non seulement des fans adorateurs, mais aussi parfois de ses propres luttes. Maintenant, l'un de ces hommes s'est manifesté avec des révélations qui remettent en question l'image que nous pensions connaître. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur la vie privée d'Elvis, ses nuits agitées, ses habitudes inhabituelles et le poids écrasant de la célébrité. Pourtant, personne de son cercle intime ne s'est jamais exprimé ouvertement jusqu'à présent. Pour la première fois, l'un de ses gardes du corps les plus fiables partage la vérité cachée, et cela change à jamais l'histoire d'Elvis Presley, le cercle de loyauté dangereux d'Elvis Presley. Être l'un des gardes du corps d'Elvis Presley n'était pas qu'un simple travail. C'était un pari quotidien avec la peur. Elvis vivait sous une ombre constante de menaces, toujours inquiet d'être assassiné, et ces hommes étaient ceux qui étaient censés s'interposer entre lui et le danger. Leur loyauté était si profonde qu'ils étaient prêts à prendre une balle pour lui. Pourtant, quand certains d'entre eux sont finalement partis, ce n'était pas parce qu'ils avaient cessé de se soucier. C'était parce que le salaire ne correspondait tout simplement pas au risque de mourir au travail. En 1972, cette peur est devenue terriblement réelle lorsque le bruit a couru qu'une femme dans le public pourrait essayer de tirer sur Elvis. Ses gardes du corps ont réagi instantanément. Sonny West et Red West se sont positionnés devant la scène, formant un bouclier humain pendant qu'Elvis se dirigeait vers l'arrière, s'inclinant de côté pour faire une cible plus petite. Les deux hommes ont admis plus tard qu'ils étaient terrifiés, s'attendant à tout moment à entendre le bruit d'une arme à feu et à sentir l'impact d'une balle. Red a avoué que pendant ces 10 secondes, tout ce à quoi il pouvait penser était sa femme et ses enfants. À l'époque, Elvis payait ses gardes du corps environ 425 $ par semaine, bien au-dessus de la moyenne nationale. Mais les hommes ont quand même admis qu'il leur semblait stupide de risquer leur vie pour cette somme. Et pourtant, ils étaient tous d'accord pour dire que le lien était plus qu'un chèque de paye. Comme l'a expliqué Dave Ebler, si quelqu'un avait essayé de blesser Elvis, il aurait d'abord dû passer par ses gardes du corps. La gratitude d'Elvis ne se manifestait pas sous forme de mots. Au lieu de cela, il offrait des cadeaux extravagants, souvent sans avertissement. Pour Red et Sonny, cependant, ces gestes ne remplaçaient pas la reconnaissance qu'ils souhaitaient. Ils avaient l'impression qu'Elvis affichait leur loyauté, se vantant auprès des autres de leur volonté de prendre des couteaux ou des balles pour lui, sans jamais les remercier sincèrement. Priscilla Presley a admis plus tard que les salaires étaient modestes, généralement d'environ 250 $ par semaine, mais elle pensait qu'Elvis compensait cela par sa générosité. Selon elle, si l'un des hommes était à court d'argent, il pouvait demander de l'aide à Elvis. Chunk 2. Qu'il s'agisse d'un acompte sur une maison ou d'argent pour le loyer, il remettait des milliers de dollars sans hésitation, demandant rarement à être remboursé. C'était sa façon de montrer sa loyauté en retour, même si les remerciements étaient rares. Le garde du corps qui remettait tout en question. Juste après qu'Elvis Presley ait été déclaré mort dans un hôpital de Memphis, son père, Vernon, était consumé par le chagrin. Dans son désespoir, il s'est tourné vers le garde du corps de confiance de son fils, Richard Gros, et lui a confié une tâche qui le hanterait pendant des années, découvrir comment Elvis est réellement mort. Gros, un ancien policier de Tolède, a commencé à enquêter, interrogeant des dizaines de personnes, toutes proches du chanteur. Ce qu'il prétend avoir découvert était explosif. Selon lui, c'est la petite amie d'Elvis, Ginger Alden, qui a découvert la star effondrée sur le sol de la salle de bain. Mais au lieu d'appeler immédiatement à l'aide, Gros affirme qu'elle a d'abord contacté un tabloïd. Il insiste sur le fait que près d'1 heure s'est écoulée avant qu'une ambulance ne soit appelée. À ce moment-là, le corps d'Elvis était déjà froid et Gros dit qu'il ne peut toujours pas être sûr que le chanteur était vivant lorsque Alden l'a trouvé pour la première fois. Ginger Alden a toujours nié farouchement ces accusations, les qualifiant de mensonges cruels et soulignant plusieurs erreurs factuelles dans les propres récits de Gros. Pourtant, ces affirmations n'ont jamais vraiment disparu. Elle continue de diviser les fans, de susciter des débats et d'alimenter les théories du complot sur la mort de l'un des artistes les plus emblématiques d'Amérique.
Pendant des décennies, l'histoire officielle s'est concentrée sur la dépendance d'Elvis aux médicaments sur ordonnance, aux narcotiques, aux amphétamines et aux sédatifs, qui le tourmentaient depuis des années. Lorsque son corps a été découvert à Graceland le 16 août 1977, les rapports toxicologiques ont révélé la présence de 11 drogues différentes dans son organisme, dont 4 étaient dangereusement incompatibles. Pourtant, les allégations de Gros ont ouvert une nouvelle couche de suspicion sur une mort déjà entourée de mystères. À ce jour, le rapport d'autopsie reste scellé et la cause officielle du décès est enregistrée uniquement comme une insuffisance cardiaque. Les fans et les experts continuent de poser la même question. Elvis Presley aurait-il pu être sauvé ? Au cœur de cette controverse se trouve Richard Gros lui-même, une figure grande et franche qui a obtenu son diplôme de Devil Bees High School à Tolède. Pour certains, il n'est rien de plus qu'un homme courant après l'attention et le profit. Un vendeur d'objets de collection douteux dont les affirmations ne peuvent être crues. Pour d'autres, il représente l'une des dernières voix loyales qui recherchent encore la vérité sur Elvis. Son livre autopublié, The Elvis Conspiracy, sorti en 1996, a fait de lui un conférencier régulier lors des conventions Elvis, où les fans affluent pour entendre son point de vue, aussi controversé soit-il. Même un quart de siècle après sa mort, Elvis Presley reste plus grand que nature. Il était le garçon de Tupelo qui est parti de rien pour devenir l'une des plus grandes figures culturelles que le monde ait jamais connues. Avec plus d'1 milliard de disques vendus dans le monde, son influence éclipse même les Beatles. Des décennies après sa mort, une version remixée de son titre de 1968, A Little Less Conversation, a grimpé au numéro 1 en Angleterre, cimentant son statut de force intemporelle dans la musique. Chunk 3. Darwin Lamb, éditeur d'Elvis International Forum, a un jour fait remarquer que Presley avait donné à la musique américaine une identité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, déclenchant une révolution qui a précédé les Beatles. Ses amis se souvenaient de lui avec admiration. Joe Esposito, l'un de ses plus proches compagnons, a un jour dit que rencontrer Elvis changeait une personne à jamais. Pour Richard Gros, ces mots résonnaient particulièrement. Gros a grandi au cœur de l'Amérique, le fils d'un officier de l'armée. Né à Sandusky, il a passé 3 ans en Allemagne avant que ses parents ne s'installent à Tolède en 1949. Alors qu'Elvis Presley grandissait à Memphis, l'enfance de Richard Gros s'est déroulée dans l'ombre de Willis Park où les ouvriers testaient les Jeeps tout juste sortis de la chaîne de montage. La vie a changé brusquement 2 jours après son 12e anniversaire. Son père, Richard, a été tué par des tirs de mortier en Corée, laissant le jeune Gros sans les conseils qu'il désirait ardemment. Pourtant, sa vie a suivi un rythme strict, presque militaire. Les annuaires du lycée de Devil Bed le décrivent dans seulement 2 rôles, gardien de hall et gardien de cafétéria. En 1956, au cours de sa première année de lycée, Elvis Presley s'est produit à la Toledo Sports Arena. Bien que les adolescents du monde entier se soient précipités pour voir l'étoile montante, Gros a manqué les 2 spectacles. Il a admis plus tard que la musique du début d'Elvis ne l'attirait pas. Après avoir obtenu son diplôme, Gros a été accepté à l'Air Force Academy en tant que fils d'un vétéran tombé au combat, mais il n'y est resté que 8 mois avant d'abandonner. Les critiques pointeront plus tard cette courte période, mais cela ne l'a pas empêché de tracer sa propre voie. De retour à Tolède, il a rejoint les forces de police en 1962. En 2 ans, il a obtenu une distinction pour avoir arrêté calmement 3 adolescents perturbateurs lors d'une danse bondée, évitant le chaos parmi les 300 autres personnes entassées dans Highland Park. Cette capacité à maîtriser les foules le mènerait finalement vers une scène beaucoup plus grande. En 1965, cherchant un climat plus chaud pour sa jeune famille, Gros a déménagé en Californie et a rejoint le département de police de Palm Springs. 2 ans plus tard, il a été envoyé en mission qui semblait de routine, tenir les fans éloignés d'une maison privée où Elvis et Priscilla Presley passaient leur lune de miel. Par un après-midi torride de mai, Gros était assis dans sa voiture de patrouille lorsqu'un homme s'est approché avec un verre de limonade et lui a demandé s'il pouvait s'asseoir un moment. À sa grande surprise, c'était Elvis lui-même.
Les deux hommes ont parlé pendant 1 heure, se liant d'amitié grâce au travail de policier de Gros, qu'Elvis avait toujours trouvé fascinant. Cette rencontre fortuite s'est rapidement transformée en amitié. Gros a invité Elvis au stand de tir de la police et peu de temps après, Elvis lui a offert un emploi. Gros a accepté, d'abord à temps partiel, entrant dans le cercle intime du roi du rock'n'roll, mais Gros est entré à une époque turbulente. À la fin des années 1960, la vie d'Elvis était en train de changer. Chunk 4. Derrière les projecteurs, il menait une bataille cachée contre les médicaments sur ordonnance. En 1960, les sédatifs, les analgésiques et les problèmes conjugaux commençaient à dominer sa vie. Son médecin, George Nikopoulos, n'était jamais loin, fournissant des milliers de pilules chaque année, des sédatifs courants aux analgésiques puissants comme le Delaouded et le Demoral. Gros et d'autres s'inquiétaient. Parfois, il remplaçait bas les médicaments d'Elvis par des placebos inoffensifs, convaincu qu'une grande partie de sa dépendance était psychologique. Malgré cela, Gros a évité de parler d'abus, insistant des années plus tard sur le fait qu'Elvis était plus attaché mentalement aux drogues que physiquement dépendant. Sa version des événements contrastait souvent avec celle des autres membres du cercle du chanteur, comme son cousin Billy Smith qui se souvenait d'Elvis s'enfonçant dans l'isolement, passant des jours enfermé dans sa chambre, non lavé et déprimé, ressemblant au reclus Howard Hughes. Gros préférait se souvenir du côté plus léger. Il parlait d'Elvis riant, plaisantant et faisant le clown devant les caméras lors de son deuxième mariage en 1970. Pourtant, il y avait des moments plus sombres. L'équipe de sécurité devait rester vigilante quand Elvis tirait sur les meubles ou les téléviseurs. Sa renommée lui a rapporté d'énormes revenus, $130 000 par concert. Mais entre 1973 et 1976, plusieurs spectacles à Las Vegas et Lake Tahoe ont dû être annulés, certains directement liés à des problèmes de drogue. En 1976, les conséquences étaient indéniables. Elvis prenait du poids, annulait davantage de spectacles et passait du temps dans les hôpitaux. Après une représentation à Las Vegas en décembre de la même année, le journaliste Bill Burke a quitté la salle d'exposition bouleversé, écrivant qu'Elvis avait l'air si mal préparé et si fragile qu'on pouvait se demander combien de temps il pourrait encore tenir. Le 16 août 1977, Elvis Presley se préparait pour une tournée de concerts dans 10 villes qui devait commencer le lendemain, aux premières heures du matin. Il s'est assis avec son chef de la sécurité, Richard Gros, pour passer en revue les derniers détails. Ils ont parlé par intermittence jusqu'à environ 5h30 du matin, Elvis prenant même une pause pour jouer au racquetball. Gros se souviendrait plus tard qu'Elvis semblait optimiste et heureux, mais en coulisses, la longue lutte du chanteur contre les médicaments sur ordonnance était toujours bien réelle. Vers 4h du matin, son demi-frère, Rick Stanley, a livré 6 comprimés de Dilaudid ainsi que d'autres paquets puissants d'analgésiques et de sédatifs. Vers 5h30 du matin, Elvis est allé dans sa chambre avec sa petite amie de 21 ans, Ginger Alden. Incapable de dormir, il a demandé plus de médicaments à 8h du matin et environ une demi-heure plus tard, sa tante Delta May lui a apporté 3 sédatifs supplémentaires. Les 5 heures suivantes allaient s'avérer les plus critiques de sa vie. Selon Ginger, Elvis est finalement allé dans sa grande salle de bain pour lire car il ne pouvait toujours pas se reposer. Quand elle s'est réveillée vers 14h, il n'était pas à côté d'elle. Après avoir téléphoné à sa mère et à une amie, Ginger a frappé à la porte de la salle de bain à 14h20 et comme il n'y avait pas de réponse, elle est entrée. Elvis était allongé sur le sol en position fétale, le visage pressé contre l'épaisse moquette, la peau légèrement décolorée. Elle a appelé à l'aide en bas et en quelques minutes, plusieurs personnes, dont son assistant, Joe Esposito, se sont précipitées à l'intérieur. Chunk 5. Esposito a déclaré plus tard qu'il savait instantanément qu'Elvis était parti. La nouvelle a dévasté Vernon Presley. Luttant pour accepter que son fils soit mort à seulement 42 ans, il a demandé à Gros d'enquêter. En tant qu'ancien policier, Gros a commencé à interroger les personnes présentes à Graceland. Ce qu'il a affirmé découvrir allait plus tard susciter des décennies de controverses. Selon Gros, la chronologie de Ginger Alden ne correspondait pas.
Il a affirmé qu'elle s'était réveillée à 13h30 après avoir entendu un bruit sourd, avait découvert Elvis dans la salle de bain, mais au lieu d'appeler immédiatement à l'aide, elle avait d'abord téléphoné à sa mère, puis contacté le National Enquirer. Les femmes de chambre de Graceland ont confirmé une partie de cette version, disant qu'elles avaient entendu un grand bruit vers 13h30 et avaient vu le banc de téléphone en bas s'allumer avec un appel de la chambre d'Elvis à ce moment précis. Gros a écrit que Ginger n'avait pas appelé à l'aide avant près de 50 minutes plus tard. Ce qui a suivi n'a fait qu'alimenter les soupçons. Gros a affirmé que juste au moment où l'ambulance s'éloignait de Graceland, Ginger a de nouveau téléphoné au tabloïd pour annoncer la mort d'Elvis. Il a également noté que lorsqu'elle est finalement apparue en bas, elle était entièrement habillée, ne montrait aucune émotion et n'avait aucune larme visible. Selon Gros, elle et sa mère avaient même négocié avec le National Enquirer à ce moment-là, bien que la famille Alden ait nié ces accusations. Les retombées du livre de Gros ont été explosives. Les fans d'Elvis ont inondé les journaux et les fan-clubs de lettres de colère, accusant Ginger de trahison. Elle, cependant, a fortement nié ces affirmations, les qualifiant de fabrication malveillante. Dans des interviews, elle a insisté sur le fait qu'elle aimait Elvis profondément et qu'elle n'avait jamais appelé aucune publication avant sa mort. Elle a reconnu avoir vendu une histoire à l'Inquirer par la suite pour $35 000, mais a maintenu que c'était l'étendue de sa participation. Pourtant, Gros a souligné une interview avec Jim Kirk, un ancien journaliste pigiste pour The Inquirer, qui a affirmé que le premier appel de Graceland était arrivé vers 13h30 d'une femme qui ressemblait à Ginger. Kirk l'avait déjà rencontrée auparavant, bien qu'elle n'ait jamais donné son nom pendant l'appel. Une autre femme liée à un journaliste de l'Inquirer a plus tard dit à Gros qu'elle croyait également que Ginger avait contacté le tabloïd, mais a demandé à rester anonyme. Dans son évaluation finale, Gros a suggéré qu'Elvis aurait pu survivre si l'aide était arrivée plus tôt. Des fibres de tapis auraient été trouvées dans son nez, soulevant la possibilité qu'il respirait encore pendant un certain temps après s'être effondré. Mais ces affirmations n'ont jamais pu être prouvées. La famille Presley, déterminée à garder certains détails privés, a scellé le rapport d'autopsie de 44 pages, laissant des questions sans réponse sur les dernières heures du roi. Maintenant, Ginger Alden et sa famille ont toujours maintenu qu'Elvis prévoyait d'annoncer leur fiançailles à la fin de sa tournée de 10 villes. Il lui avait même donné un diamant de 11 carats prélevé directement sur l'une de ses propres bagues. Pourtant, d'autres proches d'Elvis, dont son ami de longue date Charlie Hodge et son ancien garde du corps Dick Gros, ont affirmé le contraire, qu'Elvis se préparait en fait à mettre fin à la relation. Le débat n'a fait que s'intensifier avec les informations concernant un mystérieux appel téléphonique de Graceland le matin de la mort d'Elvis. Chunk 6, un journaliste du Tennessee qui a couvert l'histoire, a insisté sur le fait que l'information au National Enquirer provenait de la voix d'un homme, pas d'une femme. Gros est resté ferme sur le fait que ses sources étaient solides et il pensait que les preuves pouvaient toujours être étudiées et vérifiées. En 1996, avant la sortie du livre de Gros, il a été confronté près de Graceland par la mère de Ginger, Jo Alden. À plus de 80 ans, elle a pointé son doigt vers lui et l'a accusé d'être injuste envers sa fille, insistant sur le fait que Ginger n'avait aimé qu'Elvis et n'avait jamais essayé de lui faire du mal. Lorsque Gros a finalement publié Le complot Elvis, le livre de 665 pages a immédiatement divisé les fans. Beaucoup se sont opposés à sa représentation de Ginger comme distante ou insensible envers Elvis, tandis que d'autres ont été troublés par des questions sur la propre crédibilité de Gros. Son dossier militaire a fait l'objet d'un examen particulier. Dans son autobiographie, Gros s'était comparé à son père décoré, affirmant avoir reçu une Silver Star et une Purple Heart. Les documents officiels, cependant, ont révélé le contraire. Il avait quitté l'Air Force Academy en 1959 avant de terminer sa première année, servant plus tard dans la réserve jusqu'en 1964 en tant qu'aviateur de deuxième classe. Aucun service de combat, aucune médaille. Pourtant, la biographie sur la couverture de son livre le décrivait comme un officier.
Interrogé, Gros a minimisé le problème, affirmant qu'il avait résolu ses idées fausses des années plus tôt et a refusé de s'étendre. La controverse l'a suivi ailleurs. En 1995, Gros a tenté de vendre aux enchères ce qu'il prétendait être un enregistrement rare et inédit d'Elvis, personnellement offert à lui, signé avec les mots « To Dick ». L'enchère minimale était fixée à 50 000 $. RCA, copropriétaire du catalogue d'Elvis, a rapidement déclaré que la voix n'était pas celle d'Elvis et le disque n'a pas été vendu. Des différends ultérieurs sur la propriété n'ont fait que compliquer les choses, un homme d'affaires allemand affirmant avoir acheté les droits pour 15 000 $, tandis que Gros insistait sur le fait que l'accord était temporaire. Cette même vente aux enchères présentait un autre article douteux, une illustration musicale prétendument signée par Elvis. Les enchères se sont terminées avant de commencer lorsque des experts ont souligné que l'impression avait été faite des années après la mort d'Elvis. Joe Esposito, l'un des amis les plus proches d'Elvis, était présent et a carrément qualifié la signature de fausse. Gros a dit qu'il avait été induit en erreur par un concessionnaire californien, avait récupéré son argent et estimé qu'il était injuste de se défendre continuellement contre les accusations de fraude. À travers tout cela, Gros croyait qu'une grande partie de l'hostilité provenait des partisans de Ginger Holden. Il s'est plaint de courriels anonymes dirigés vers lui et sa famille, insistant sur le fait qu'il n'avait même pas encore commencé à riposter contre ses critiques. Après avoir quitté Graceland en 1969, il a travaillé comme consultant en vente tout en rejoignant le circuit de conférences sur Elvis. Maintenant semi-retraité, il a continué à insister sur le fait qu'il avait toujours été fidèle à la mémoire d'Elvis. Certains partisans l'ont défendu, arguant que, contrairement à d'autres membres du cercle d'Elvis, Gros n'avait jamais profité en révélant des histoires profondément personnelles, mais les principales affirmations de son enquête sont restées non prouvées. Comme Charlie Hadge l'a dit un jour, seules 2 personnes connaîtront la vérité sur les intentions finales d'Elvis. Ginger Alden et Dieu, le garde du corps qui a brisé le cœur d'Elvis. Chunk 7. Dès le début, Robert John Red West était juste là aux côtés d'Elvis Presley. Il n'était pas qu'un autre visage dans l'entourage. Il était l'un des tout premiers membres du cercle restreint qui serait plus tard appelé la Memphis Mafia. En apparence, son rôle semblait simple, chauffeur, garde du corps, compagnon. Mais ce qu'Elvis voulait vraiment, c'était de la compagnie, quelqu'un en qui il avait confiance pour être à ses côtés. Et Red a parfaitement rempli cet espace. Au fur et à mesure que la carrière d'Elvis explosait, Red s'est retrouvé à faire un peu de tout, parfois pratique, parfois créatif, tout en développant ses propres carrières parallèles dans le domaine du cinéma, du travail de cascade et de l'écriture de chansons. Mais leur amitié n'a jamais été sans tension. Red avait la mèche courte, une tendance à la violence et un conflit constant avec le père d'Elvis, Vernon. Plus d'une fois, les tempéraments se sont enflammés et Red est soit parti en trombe, soit s'est fait renvoyer. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a toujours retrouvé son chemin. La loyauté les liait, même quand la loyauté n'était pas facile. En fin de compte, cependant, leur lien s'est effondré à mesure que la santé d'Elvis déclinait, laissant derrière lui des mots et des actions des 2 côtés qui ne pourraient jamais être annulés. Leur histoire a commencé bien avant la célébrité. Au lycée, Red était une star du football, tandis qu'Elvis se distinguait pour des raisons très différentes. Elvis semblait seul, déplacé et souvent moqué pour son style flamboyant, portant des foulards noués comme des ascottes, marchant dans les couloirs comme un acteur hollywoodien. Red l'a remarqué et un jour, lorsqu'un groupe de garçons a coincé Elvis dans les toilettes et a menacé de lui couper les cheveux, Red est intervenu. Cet acte de protection a fait une impression durable. Quelques années plus tard, après qu'Elvis ait sorti son premier disque, il est revenu demander à Red s'il voulait le rejoindre. Red n'a pas hésité. À partir de ce moment, leurs vies ont été liées. Au fur et à mesure que la renommée d'Elvis grandissait, son cercle intime a également grandi, incluant bientôt son cousin John et le cousin de Red, Sonny. Elvis aimait s'entourer d'amis. Mais 2 personnes n'étaient pas si ravies de cela. Son père frugal, Vernon, et son manager toujours contrôlant, le colonel Tom Parker. En 1956, Elvis était une superstar.
Et alors que les fans l'adoraient, le colonel blâmait souvent ses mésaventures sur les personnes qui l'entouraient. Lorsque le groupe est arrivé en retard à un lieu, même si Elvis lui-même était responsable, Parker s'en est pris à Red avec une fureur qui est devenue trop familière. Chunk 8. La même année, les affrontements de Red avec Vernon ont dégénéré. Juste avant qu'Elvis ne parte tourner Love Me Tender, Red s'est battu et Vernon a clairement indiqué qu'il voulait qu'il parte. Elvis était resté silencieux et le silence a piqué. Red est parti, rejoignant les Marines. Leurs chemins ne se sont croisés à nouveau que plus d'1 an plus tard, lorsqu'ils se sont reconnectés à Hollywood pendant le tournage de King Creole. Peu de temps après, Red a suivi Elvis en Allemagne pour son service militaire et leur lien s'est ravivé. Lorsqu'Elvis a été libéré en 1960, il est retourné à Los Angeles avec de nouveaux amis, dont son camarade de l'armée Charlie Hodgedge, un musicien à part entière. Red construisait déjà une carrière à Hollywood en tant que cascadeur sur la série télévisée The Rebel, mais il s'est rapidement retrouvé de retour dans l'orbite d'Elvis, travaillant sur G Blues. Dès lors, il est apparu dans presque tous les films d'Elvis, parfois en tant que doublure cascade, parfois en tant qu'acteur. Ses ambitions se sont encore étendues à l'écriture de chansons. Appris à jouer de la guitare par le premier guitariste d'Elvis, Scotty Moore, Red s'est rapidement lié aux auteurs-compositeurs de Memphis, Dorsey et Johnny Burnett, le même duo derrière les succès de Ricky Nelson. Travailler avec eux a donné à Red l'impulsion dont il avait besoin pour commencer à écrire pour Elvis lui-même. Au milieu des années 1960, cependant, Elvis était agité. Les films se ressemblaient tous, le travail en studio était plat et il s'appuyait plus que jamais sur Red. En juin 1966, Elvis a même manqué une séance d'enregistrement entière, envoyant Red chanter les voix de référence à sa place. Quelques mois plus tard, quand il est venu le temps de choisir la bande originale de Easy Come, Easy Go, Elvis a fait confiance à Red pour choisir les chansons, mais sous la surface, les tensions montaient. Red et le reste du groupe se sont irrités de l'influence de Larry Geller, le coiffeur d'Elvis qui était devenu une sorte de conseiller spirituel. Red considérait Geller comme un étranger, allant même jusqu'à le coincer dans une auto-tamponneuse à une fête foraine, criant des menaces dans un accès de frustration. Pour Geller, c'était comme si Red essayait de protéger Elvis contre lui. Le fossé s'est creusé en 1967 lorsque Red a découvert qu'il avait été exclu de la cérémonie de mariage d'Elvis, invité uniquement à la réception par la suite. L'affront a tellement blessé Red qu'il a choisi de ne pas y assister du tout. Les choses se sont brièvement améliorées à la fin de la décennie. Elvis s'est débarrassé de sa formule de film obsolète et est revenu avec vengeance grâce à l'émission spéciale de retour de 1968, un événement télévisé puissant qui a ravivé sa réputation d'interprète en direct. Il a enchaîné avec From Elvis in Memphis, son album studio le plus fort depuis des années. Pendant un instant, il a semblé que la vieille étincelle était revenue. Cet élan s'est rapidement estompé dans les années 1970. Des résidences interminables à Las Vegas, un déluge d'albums live et une dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance l'ont rongé. Chunk 9. En 1973, Elvis était en grave difficulté, admis à l'hôpital, gonflé et ayant du mal à respirer. Red était parmi les rares à oser le confronter à propos de sa consommation de drogue. Mais Elvis a balayé cela du revers de la main, insistant sur le fait que le vrai problème était son estomac. L'honnêteté de Red a eu un prix. En juillet 1976, Vernon Presley l'a convoqué avec Sonny West et Dave Hebler et leur a dit qu'ils étaient licenciés pour réduire les dépenses. Pour Red, cela ressemblait à une trahison, mais tout ce qu'il a pu dire à la fin, c'est qu'il avait essayé. En difficulté financière et émotionnelle, Red, Sonny et Hebler se sont tournés vers le journaliste Steve Dunleavy pour écrire Elvis, What Happened. La révélation a d'abord été publiée en série au Royaume-Uni en mai 1977 et quelques semaines avant la mort d'Elvis, elle a été publiée aux États-Unis. C'était une bombe et beaucoup se sont demandé si elle avait été écrite par loyauté, par colère ou par simple besoin financier. Red et Elvis ont parlé une dernière fois au téléphone. Elvis semblait désorienté, divagant sur la santé de son père et sur les personnes qui essayaient de prouver qu'il était fou. Red a saisi l'occasion pour lui dire à quel point cela lui avait fait mal d'être renvoyé sans même un mot.
Elvis, distant et froid, lui a dit qu'en affaires, il ne fonctionnait pas de cette façon. Selon Linda Thompson, la petite amie d'Elvis, c'est Vernon qui a annoncé la mauvaise nouvelle parce qu'Elvis lui-même n'a jamais voulu jouer les méchants. En regardant des années plus tard, Red a admis que le livre avait été écrit à la fois pour de l'argent et par souci pour son ami. Malgré l'amertume, il a toujours insisté sur une vérité. Il aimait Elvis profondément, même si leur histoire s'est terminée par un chagrin d'amour. Le garde du corps qui a vu Elvis s'effondrer, le parcours de Pryor est inextricablement lié aux dernières années d'Elvis Presley. Bien avant cela, il s'est entraîné avec des légendes comme Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, croisant même le chemin de Chuck Norris. Mais quand Elvis a appelé, Pryor a répondu. Lui et son ami Joe ont été retirés de l'enseignement de l'autodéfense aux forces de l'ordre et au FBI en Floride pour servir de garde du corps au roi du rock'n'roll. Au début, cela ressemblait à un travail de rêve. Ce que Pryor n'a pas réalisé, c'est qu'il entrait dans un monde de chaos, de trahison et de déclin. Derrière les lumières tibières de la scène, la vie d'Elvis s'effondrait. Le chanteur, qui avait autrefois l'air d'un modèle de santé, était devenu presque méconnaissable, gonflant à près de 400 livres au cours de ces 2 dernières années. La nourriture est devenue son réconfort, des steaks avec de la purée de pommes de terre avant et après les spectacles. Chunk 10, des sodas sans fin, des heures de frénésie. Pryor a regardé impuissant Elvis, accablé par le chagrin d'amour de son divorce et des années de manipulation par son manager, le colonel Tom Parker, se détruire lentement. Parker, un joueur notoire, avait saigné Elvis à blanc au milieu des années 1970. Presley était fauché, obligé de faire des tournées juste pour survivre. Même son avion bien-aimé a été repris. Pryor se souvient qu'Elvis lui avait confié qu'il avait de la chance de pouvoir garder Graceland. La trahison a été durement ressentie. Pour un homme qui était célèbre pour sa générosité, réaliser que sa confiance avait été brisée l'a laissé amer et brisé. Selon Pryor, Elvis ne l'a pas seulement engagé pour se protéger des fans, il avait besoin d'un bouclier contre les personnes les plus proches de lui. Les pilules sur ordonnance ont rapidement fait partie du tableau. Ce n'étaient pas des drogues de rue, insiste Pryor, mais un cocktail de médicaments pour la douleur, la tension artérielle, le régime alimentaire, le sommeil et l'énergie. Ils engourdissaient la douleur, mais ils accéléraient également l'effondrement. Elvis, à peine dans la quarantaine, se comportait comme un homme du double de son âge, en colère, las et méfiant envers tout le monde. Dans une conversation exclusive avec le US Mirror, Pryor a révélé qu'intervenir dans le mode de vie d'Elvis n'était tout simplement pas une option. Selon lui, Elvis avait autant de problèmes avec la nourriture qu'avec les pilules, mangeant constamment et ne reconnaissant jamais quand il était rassasié. Il a expliqué que la relation d'Elvis avec la nourriture n'était pas une question de joie, il s'agissait de combler le vide. La misère l'a poussé à se livrer à des excès et la suralimentation est rapidement devenue une addiction. À ce stade, Elvis consommait des portions massives. 4 steaks en une seule séance, des pommes de terre à ça au four, des chocolats, des gâteaux et presque tout ce qu'il pouvait se procurer, à l'exception de l'alcool. Son poids a grimpé près de 400 livres. Et avec le service d'étage de l'hôtel et la restauration en coulisses toujours gratuit, la maîtrise de soi était presque impossible. Physiquement, le roi souffrait. Il était trempé de sueur, mal à l'aise d'être touché et comptait constamment sur des pilules pour se réveiller ou s'endormir. L'hypertension artérielle, le diabète et son poids le tuillaient lentement. Pryor a admis qu'il craignait qu'Elvis ne mange un jour un repas copieux, ne prenne une pilule et ne se réveille jamais. Même si Ted voulait désespérément aider, le rôle d'un garde du corps à l'époque était soumis à des limites strictes. Les employés n'étaient pas autorisés à dire à Elvis ce qu'il devait faire. Chunk 11, c'était le roi et le remettre en question était impensable. Pryor a avoué plus tard qu'il aurait souhaité au moins exhorter à la modération, mais à l'époque, ce n'était pas sa place. La santé d'Elvis a commencé à affecter sa présence légendaire sur scène. Sa respiration est devenue laborieuse sous la pression d'un tel poids et sa voix emblématique a perdu de sa puissance. Les fans l'ont remarqué et la qualité de ses performances a diminué. Malgré sa renommée mondiale, Elvis ne s'est jamais produit en dehors des États-Unis.
Selon Pryor, cette décision venait de son manager qui était préoccupé par ses propres problèmes de jeu. En tournée, Pryor a été témoin direct de la frénésie qu'Elvis inspirait, en particulier chez les femmes. Les fans se précipitaient sur la scène et les gardes du corps devaient utiliser des prises d'étranglement et des techniques de takedown juste pour maintenir l'ordre. Dans un moment choquant, une femme a même essayé d'étrangler Pryor avec un foulard Elvis dans une tentative désespérée d'atteindre la star. À travers tout cela, Elvis était resté généreux envers son équipe de sécurité, les traitant bien, même si son humeur tournait souvent au vinaigre. Plus tard dans sa vie, cependant, Pryor a remarqué un changement dans la vision des femmes par Elvis. La perte de sa mère et de sa femme l'a laissé amer et la chaleur qu'il montrait autrefois a commencé à s'estomper. Pourtant, après d'innombrables spectacles à travers la Floride, Memphis, la Californie, New York et des dizaines d'autres arrêts, tout s'est terminé avec un seul appel téléphonique. Elvis était parti. La nouvelle a stupéfié Pryor tout comme elle a stupéfié le monde. En réfléchissant à son temps avec le roi du rock'n'roll, il s'est souvenu d'un homme qui, malgré ses luttes, a toujours fait preuve de gentillesse envers les hommes qui le protégeaient. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, veuillez aimer, vous abonner, commenter et activer les notifications de publication pour rester informé de notre dernier contenu.